Bonjour à tous, je suis Léa. Et moi, c'est Lorlaï. Nous sommes heureuses de vous accueillir dans ce nouvel épisode de I Am an Equestrian. Dans ce podcast, nous échangeons avec des professionnels de la filière équestre autour de discussions longues pour découvrir leur parcours, leur histoire et comprendre comment ces personnes inspirantes ont réussi à transformer leur passion en métier. Tous nos épisodes sont disponibles à l'écoute de façon permanente sur vos plateformes de streaming habituelles ainsi que sur le site internet et l'application de notre partenaire Lépron. Notre invitée de la semaine est Sabrine Delaveau. J'imagine que ce nom vous est familier. Journaliste de profession, Sabrine est l'épouse de Patrice Delaveau, maman de leurs 2 filles, Valentine et Capucine. Auteure de 3 ouvrages sur les sports équestres, dont le livre La saga Pessoa, Sabrine investit son temps, son énergie et son écriture pour offrir au public une fenêtre ouverte sur ce sport qu'elle côtoie de l'intérieur et dont elle connaît si bien les rouages. En 2019, Sabrine crée l'Académie Delaveau, dont l'ambition est de former des jeunes passionnés au métier d'hommes et femmes de cheval. On vous souhaite une très belle écoute. Avez-vous déjà entendu parler de palette chromatique, d'IPN, de Isidore ou de Zélige ? Tout un univers, celui de l'architecture, qui comme les sports équestres a son vocabulaire et ses usages. Bonjour à tous ! Le partenaire sponsor de cet épisode est l'atelier Compostelle, bureau de design d'espace. J'en suis sa fondatrice, Amandine Maroteau, architecte d'intérieur et cavalière. Le cheval et l'architecture sont des mondes merveilleux, qui donnent du sens au quotidien. Ils connectent les gens qu'ils ont même, dit-on, le pouvoir de rendre heureux. Architecture et sports équestres parlent de transmission, parce que ce podcast nous accompagne sur la route entre vos résidences privées et les bureaux de vos entreprises aux 4 coins de la France et du Benelux. J'ai envie que ça continue, et donc d'accompagner cette voie des sports équestres portée par des jeunes femmes brillantes et généreuses. Sports équestres et architecture parlent d'entraînement, de courage, de persévérance et d'équipe. C'est pour cela que mon atelier s'appelle Compostelle, comme le chemin. Nos 7 architectes d'intérieur, répartis entre nos bureaux de Luxembourg et de Paris, travaillent avec les meilleurs artisans pour dans chaque rénovation se retrouve le sens de l'aventure et du panache. Sports équestres et architecture parlent d'héritage, de rêve, de conviction et de passion. Celle du cheval, de son élevage, de l'entraînement. Celle des vieilles pierres, des plafonds haussmanniens et des mosaïques art déco. La Providence nous fait partager la passion des chevaux avec de nombreux clients, même si nous n'avons pas encore dessiné d'obstacles de jumping au rénové de Haras. Sports équestres et architecture parlent de performance durable. Dans la préparation d'une rénovation, nous avons les dessins de menuiserie, la colorisation des carreaux de ciment. Ils nous permettent de présenter à nos clients les vues 3D de leur appartement. Les concours vous amènent au championnat. Les présentations nous rapprochent de la réalisation d'une rénovation lorsque mes idées et intuitions de directrice artistique deviennent réalité et enfin embellissent votre quotidien. Pour tout vous dire, je suis passionnée par l'art déco. Par cette intelligence en architecture lorsque tout est traité avec un grand soin, dans le détail, jusqu'à inclure l'aménagement intérieur fortement relié à l'extérieur. Je suis émue par un dessin de mosaïque, par l'angle d'un vitrail, par le décor d'un papier peint retrouvé. Nous sommes touchés, vous et moi, par le regard d'un cheval et le rythme des sabots qui frappent le sol au galop. Je suis particulièrement heureuse de pouvoir m'adresser à vous via la voix de ce podcast innovant et engagé. Je suis vraiment ravie de participer à cet épisode dédié à une femme exceptionnelle, dont j'admire l'écriture, la capacité à porter de grands rêves, la justesse de vue, la beauté des mots et l'élégance qui se dégage d'un univers dédié à l'excellence. Bonne écoute. Je laisse place au dialogue entre Sabrine Delaveau, Léa et Lorelai. Bonjour Sabrine. Alors tout d'abord, un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Pour tout vous dire, vous étiez un des premiers noms de notre shortlist il y a 1 an, quand on a voulu lancer le podcast. Vous faisiez partie vraiment des personnalités qu'on avait à cœur de rencontrer. Donc on est vraiment ravis d'être là aujourd'hui. On n'est pas très loin de chez vous puisqu'on s'est déplacé jusqu'en Normandie. On est à côté de Deauville. Et donc vous êtes Sabrine Delaveau, vous êtes, je sais pas comment vous décrire, vous êtes auteur, vous êtes journaliste, autrice, je vais même dire, vous êtes journaliste, vous êtes l'épouse de Patrice Delaveau, la maman de Valentine et Capucine, vous êtes reconnue dans notre milieu, et peut-être pour commencer, j'aimerais bien vous demander du coup qui vous êtes, comment vous présenteriez. Alors, d'abord, je suis journaliste, parce qu'en plus, c'est un métier que j'ai adoré faire
Donc d'abord je suis journaliste, ensuite j'ai commencé à écrire des livres une fois que je suis rentrée dans le milieu du cheval. Ça fait 20 ans maintenant qu'on est mariés avec Patrice. Donc voilà, c'était une manière pour moi de continuer mon métier parce que je pouvais plus être vraiment dans la presse sur Paris en ayant déménagé. Donc voilà, c'était une manière pour moi de continuer à me faire plaisir, d'écrire. Voilà. Et puis après, bien sûr, oui, je veux dire, une écurie de haut niveau, on n'est pas trop de deux pour s'en occuper. Donc bon, j'ai beaucoup aidé Patrice pendant toutes ces années. Je l'ai épaulé au quotidien, voilà. Et puis j'ai eu l'idée de cette académie. Et voilà, et maintenant je me partage un peu entre les deux. Et j'ai plus tellement le temps d'écrire par contre. On va revenir sur l'académie un peu plus loin quand même dans nos questions parce que on a vraiment envie de vous découvrir vous avant votre travail même. Ma question, c'était de savoir, est-ce que vous étiez cavalière à la base quand vous avez rencontré Patrice avant, journaliste, etc. Quel était votre rapport au cheval ? Moi, j'ai toujours adoré les chevaux. Et je me souviens encore de l'année où où Pierre Durand est devenu champion olympique. J'avais suivi après les championnats du monde de Stockholm dans les années 90. J'ai pleuré quand mon père m'a offert pour Noël le livre de Pierre Durand et Japlou. Je me souviens encore de tout ça. J'étais très passionnée. Mes parents m'avaient offert un cheval, puis un deuxième, puis un troisième. Mais c'est vrai qu'après, quand j'ai commencé à faire mes études, j'ai arrêté de monter. Voilà, et puis j'y suis revenue même pas, j'ai jamais remonté en fait. Ça me manque pas du tout. C'est étonnant ça de se dire que vous êtes entouré de chevaux tous les jours et... Ah non mais je les vois assez quoi. Ah non mais franchement je me verrais pas. Ou alors il faudrait que j'ai une passion que j'ai sûrement plus. Hein. Mais je me verrais pas aller monter. Une fois que j'ai fini de m'occuper de tout, entre Patrice, les enfants, l'académie, et puis après Sabrine elle va monter à cheval. Non, je préfère faire autre chose. Vous avez eu 2 filles avec Patrice. Valentine qui fait déjà partie de l'équipe de France Junior, Capucine qui est encore jeune, mais on a vu, et vous avez publié une vidéo très récemment, qu'elle progressait très, très bien aussi. Est-ce que vous pensez que c'était inévitable que vos filles montent à cheval ? Ou quelque part, est-ce que c'est vraiment un choix de leur part et vous auriez tout à fait imaginé avoir 2 enfants avec Patrice Delaveau, mais qui ne montent pas du tout à cheval, qui ne soient pas cavaliers-cavalières ? Alors pour Valentine, la question s'est pas du tout posée, parce qu'en fait, elle a été passionnée dès qu'elle a su marcher. Et puis à 3 ans, elle faisait les baby-poneys, et puis elle voulait pas. En plus, c'est une enfant qui a pris des vraies chutes quand elle était petite. Elle aurait pu se dégoûter 10 000 fois, mais elle a toujours été complètement passionnée. Alors aujourd'hui, elle est plus junior, elle est jeune cavalier, parce qu'elle a 18 ans, et elle est complètement. Je pense qu'il n'y a rien qui peut la faire dévier. Alors que vraiment. Pour Capucine, j'ai vraiment pensé qu'elle elle ne monterait pas. Parce qu'elle a absolument voulu suivre sa sœur quand elle a eu 6-7 ans, monter elle aussi. Elle, pour le coup, elle est tombée. Et ça l'a bien refroidie. Et après, elle ne voulait plus entendre parler d'équitation. Et donc, vraiment, je lui ai tout ouvert de l'autre côté pour lui faire découvrir d'autres sports, de voir vers quoi elle serait plus attirée, de quoi elle aurait plus envie. On a fait tout, hein, la danse, la gym, tout, l'escalade, le basket, je crois que on a tout fait. Et un jour, elle rentre à la maison, après l'école, elle me dit je suis très embêtée parce qu'au 3e trimestre, avec l'école, on va au poney club. Et moi, j'ai pas envie d'y aller. Je dis, tu peux pas, ça c'est pas possible. Tu peux très bien y aller, ne pas monter en disant que tu ne veux pas. Ah oui. Elle est allée, elle est revenue le soir, et elle nous a dit, j'ai redécouvert ma passion. Et c'était reparti. Et là, elle a 11 ans, elle devait avoir 9 ans et demi, 9 ans, ouais. Voilà. Et donc elle a été remontée au club, le Haras du Manoir qui est à 5 km d'ici à Saint-Pierre-Azif, avec Sam Cattel comme coach, et elle a appris, elle a fait des concours, voilà. Puis là on lui a trouvé une jument de 13 ans, très gentille, très brave, très maîtresse d'école, et voilà, et comme ça elle peut nous accompagner aussi, c'est quand même sympa.
Alors que s'il avait fait du poney, on était encore dans un circuit parallèle. Je me suis dit, on passe à cheval directement. Comme quoi, il fallait peut-être revenir du coup à la base pour qu'elle ait envie de remonter à cheval. On va continuer un tout petit peu à parler de vos filles. Dans ce milieu, on dit souvent qu'être fille de ou fils de, c'est forcément un avantage pour un jeune cavalier. Est-ce que vous pensez, vous, que porter le nom de Delaveau pour Valentine et Capucine, ça a été un frein ou plutôt un moteur pour la pratique de la compétition pour vos filles ? Un frein, non, parce que Valentine, on lui a expliqué... Valentine, elle a commencé dans les poneys. C'est un milieu quand même particulier, les poneys. Hein. Donc oui, elle en a pris, je le sais, elle en a pris plein la tête, voilà. Et à chaque fois qu'elle rentrait en piste, c'était un petit peu, tout le monde venait regarder. Si elle faisait 4 points, je croisais les gens, j'avais l'impression que je venais d'enterrer quelqu'un, c'est-à-dire qu'ils me regardaient, l'air de dire, vous n'êtes pas trop déçus. Voilà, et j'ai dit à Valentine, tu dois absolument vivre avec ça. Ça sera tout le temps comme ça. Alors soit tu es capable de le supporter tout de suite, soit tu fais pas. T'as le choix encore. Voilà. Et elle a toujours très bien géré les choses. Capucine, on n'en a même pas parlé. Elle s'occupe pas de ça. Je pense que si nous on a un côté miroir pour nos enfants, si nous on n'en fait pas cas, pour eux ça passe. Après, si elle me pose la question, on en parle, et puis nous, on dédramatise le truc, voilà. Après, un moteur, je pense que elles sont très fières de leur papa, et Valentine, notamment, elle a vraiment à cœur d'écouter, elle est très, très investie, c'est une éponge, elle écoute tout, voilà. Et Capucine a plutôt envie toujours de faire plaisir à son père, parce que souvent, quand elle fait 4 points, elle me dit, je crois que papa, il est déçu, et voilà. Vous nous disiez que vous étiez journaliste à la base certainement près de Paris, comme le grand cœur du journalisme est situé là-bas. Est-ce que le fait d'être la femme d'un des meilleurs cavaliers français, aussi la femme d'un athlète de haut niveau, vous a aussi donné, vous en tant que journaliste, des accès pour exercer votre métier ? C'est vrai que quand j'ai écrit mon dernier livre, qui était d'ailleurs même le premier, Confession cavalière, c'est vrai que j'ai eu peut-être plus facilement que d'autres la confiance des cavaliers, parce que l'idée c'était déjà, je les connaissais quand même assez bien. L'idée c'était de donner une belle image de ce sport, et donc ils s'attendaient pas à ce que je leur fasse un coup de jarnac, donc ils étaient plutôt en confiance. Et celui que j'ai écrit, Jour de conquête, après les championnats du monde, j'étais quand même à l'intérieur, je vivais ça de l'intérieur, j'ai pu le faire vivre aux gens vraiment comme s'ils étaient dans l'équipe avec nous. Et là c'est pareil, l'idée c'était pas de raconter le linge sale, il y en a toujours. Alors j'ai abordé certains sujets dans le livre quand même, parce que c'était important, je pouvais pas faire que le monde des bisounours, parce que ça c'est pas vrai quoi. Mais j'ai toujours su faire les choses de manière à ce qu'on en dise, mais qu'on offre quand même une belle image de ce sport. Oui, donc ça m'a donné la possibilité d'être dans le sein des saints, au cœur du truc, ça c'est sûr. On allait justement y venir, la transition est toute faite, pour évoquer un peu vos livres. Donc vous avez écrit 3 ouvrages qui ont tous connu de très grands succès, donc Confession cavalière, la saga PCOA et Jour de conquête. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de ces 3 ouvrages, d'où vous est venue l'envie d'écrire sur le monde du jumping, et quelle était votre volonté initialement ? En fait, je trouvais qu'il y avait beaucoup de livres techniques dans la presse équestre, beaucoup de livres d'exercices, beaucoup de livres expliquant comment faire une épaule en dedans, et voilà. Mais il n'y avait pas de témoignages de cavaliers. En fait, les jeunes, ils ont quand même besoin, les jeunes passionnés qui veulent faire du haut niveau, ils ont besoin de se référer à des modèles. Alors ils les voient en piste, mais ils ne connaissent pas leur histoire. Et après, selon les affinités, on va plus se sentir proche d'un Ludger, Beerbaum, ou d'un Michel Robert, ou d'une Alexandra Lederman. Mais pour ça, c'est vrai que c'est important de connaître leur histoire, de savoir comment ils ont forgé un peu leur carrière, par quoi ils sont passés, les échecs, les réussites, comment ils se sont relevés. Et je trouvais que ça il n'y avait pas du tout. Donc Confession cavalière, c'était vraiment pour montrer aux jeunes
Voilà ce que c'est que la sphère du saut d'obstacle à travers les témoignages de cavaliers, de grooms, de vétérinaires, d'entraîneurs, de propriétaires, d'éleveurs. Voilà ce que c'est. Ça nous parle. Oui. Et voilà, après, la saga Pessoa, je comprenais pas comment c'était possible qu'un Nelson Pessoa n'ait jamais lu un livre. Parce que c'est une histoire qui est tellement romanesque, c'est quand même un père fondateur de l'équitation dans le monde. Son fils a été encore meilleur que lui, je veux dire, c'est le truc qui arrive jamais. Donc, il y avait quoi écrire quelque chose. Après, en l'écrivant, j'ai compris pourquoi. Parce que Nelson Pessoa, c'est quand même un être... voilà, hein, il vous donne rendez-vous là, puis en fait il est là-bas, et puis en fait il devait venir à 3h, mais il est là à 21h, et voilà, et puis c'est ce qui fait aussi son charme. Mais je sais que beaucoup de gens s'y sont attelés et ils ont renoncé. Donc moi, comme je passais par Rodrigo, parce que le livre c'était surtout sur Rodrigo m'a quand même pas mal aidé. Gérer son père pour qu'il me raconte son histoire. Mais après, c'était génial, vraiment génial. Et le dernier, c'est que je m'étais dit, j'ai vraiment envie d'écrire des carnets de route. Et donc, je trouvais ça intéressant de montrer, on est parti de la nomination de Philippe Gerda, championnat d'Europe 2013, et puis les Jeux mondiaux. Voilà. Comment vous avez fait pour présenter votre projet aux cavaliers de l'équipe, au staff ? Parce qu'on sait qu'on est parfois dans un monde qui peut être un peu parfois opaque. On n'a pas toute la transparence, notamment pour le grand public. Vous arrivez avec un projet en expliquant au staff que vous allez être là, en fait, dans leur quotidien, dans leur intimité, pendant un championnat aussi important que sont les Jeux équestres mondiaux, qui sont au moins aussi importants que les Jeux olympiques pour ce sport. Comment ils l'ont reçu, cette idée-là, et comment vous leur avez présenté ? En fait, déjà, j'y suis dans leur quotidien. Bon, si ce n'est que j'assistais aux réunions, là. En plus. C'est vrai que sinon, les réunions, les femmes, elles vont pas. Heureusement, d'ailleurs. Parce que... mais par contre, là, du coup, j'ai assisté peut-être à une réunion. Parce qu'il n'y en a pas tant que ça non plus. Et après, c'est aussi, je veux dire, ils ont toujours eu l'habitude de me voir. Et puis, sauf que là, j'avais un carnet. Et puis... Et voilà, moi je leur ai présenté, que ce soit au staff ou aux cavaliers, je leur ai dit, moi je voudrais écrire des carnets de route de l'intérieur, faites-moi confiance comme vous avez pu le faire. Comme il y avait déjà l'expérience du premier livre pour la plupart, parce que j'avais vu Kevin, j'avais vu Pénélope, ils se méfiaient pas du tout. Et puis personne n'a relu, hein. Le livre il est sorti, ils l'ont découvert après, hein. Et j'ai eu de bons retours. Voilà. Ils savaient très bien, j'allais pas me faire harakiri non plus, d'un seul coup dévoiler des trucs, parce que bien sûr que c'est opaque, mais c'est le jeu de n'importe quelle sélection. C'est pas un univers de bisounours, c'est une meute de loups. Voilà, ils sont pas là pour faire de sentiments. Voilà. Mais par contre, l'idée c'était de présenter les choses, sous leur vrai jour. Et sans raconter des trucs où j'aurais plus jamais pu sortir de chez moi. Voilà. À ce moment-là, vous saviez déjà que Patrice allait faire partie de l'équipe ? Pas vraiment, non. Est-ce que ça a changé quelque chose pour vous ? C'est-à-dire que Patrice, déjà dès 2013, il y avait Orient déjà. Là, il était 2013 a été une super année en plus pour lui. Donc l'idée, oui, en plus je me disais c'est quand même bien parce que du coup je voyage avec lui, c'est quand même sympa de le faire dans ces conditions-là. À un moment donné, il y a eu une période un peu difficile au mois de mai 2014 où Orient était pas bien. Je me suis dit tiens, le livre il va continuer sans lui, peut-être. Et là je me suis dit ça va être différent parce que ça va pas être la même chose, puis ça va être plus difficile, il va falloir que je me débrouille pour les accès, pour les machins, les trucs. Alors que, étant avec lui, tout est beaucoup plus simple. Donc je me suis dit, le livre sera différent, il va falloir que ça va compliquer un peu les choses. Mais, je savais qu'il serait dedans. J'ai essayé de faire mon travail le plus objectivement possible. Après, c'est ma confiance avec moi. Hein. Je savais comment il fallait que je fasse pour qu'on ne puisse pas dire tu parles que de lui. Et je ne l'ai pas du tout fait comme ça, quoi.
Concernant Jour de Conquête, vous avez dit dans une interview que vous souhaitiez aussi mettre en avant les sports équestres. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu, en tant que journaliste, je pense que vous êtes l'une des mieux placées aussi, de la médiatisation de l'équitation de haut niveau aujourd'hui. On le sait, c'est de plus en plus difficile de visionner des épreuves de saut d'obstacles et d'autres disciplines d'ailleurs, avec la fin d'Equidia Life et maintenant la fin des programmes d'équitation sur RMC Sport. Comment est-ce que vous voyez l'avenir de nos sports équestres à ce niveau-là ? Je sais pas, c'est vrai que ça devient très compliqué. Et puis ce qu'on a vécu cette année ne va pas arranger les choses parce que tout le monde va limiter les budgets et les premiers sports qui vont en pâtir, ce sont des sports comme les sports équestres. Après, avec la multiplication des chaînes, avec l'arrivée d'Amazon, de Netflix, peut-être que ça peut donner une chance d'une autre manière. Après, tout a déjà été essayé sur les chaînes hertziennes pures, type les grandes chaînes TF1, France 2, France 3. Ils n'ont jamais eu le public qu'ils souhaitaient. Je ne suis pas sûre qu'il y aura un retour en arrière. Je ne suis pas sûre. On aura peut-être plus de chance avec toutes les nouvelles chaînes qui se créent, toutes les nouvelles... je ne sais pas comment on peut appeler ça... plateformes qui permettent de diffuser du sport. On le voit, ils font pas mal de Formule 1, ils ont fait, et il y a eu des propositions pour faire des choses sur les sports équestres, donc avec Amazon, ça peut passer par là. Mais de toute façon, ça restera toujours un sport un peu en marge, je pense. Donc pourtant, c'est la 3e fédération française en termes de licenciés. Oui, mais comment est-ce qu'on peut expliquer ? Pas en termes de licenciés sportifs. Ouais. C'est ça le truc. Et le nombre de compétiteurs en France, en fait, c'est une part qui n'est pas majeure au sein de la fédération française. Il y a quand même beaucoup plus de cavaliers de loisirs, de cavaliers amateurs, que de cavaliers compétiteurs. C'est un sujet qu'on aime bien évoquer dans le podcast et vous allez être idéal pour en parler, je pense. C'est l'évolution du sport équestre parce que donc vous avez suivi de très près, même de l'intérieur, des différentes générations, je pense, de sportifs et aussi de compétitions. Tout a évolué très vite, je pense. Quel regard vous portez aujourd'hui sur l'évolution du sport équestre, du saut d'obstacle peut-être aussi spécifiquement, l'évolution du nombre de compétitions, les nouveaux circuits, tout ce qui s'est passé. On en a parlé par exemple avec Grégory Baudot dans notre épisode qui nous disait qu'on était actuellement à son sens, dans un tournant réel pour les sports équestres. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Disons que longtemps, on a regardé les États-Unis en se disant oh là là, c'est pas du tout ce qu'on veut pour nous. On voit pas le sport du tout de cette manière, avec des cavaliers richissimes qui trustaient l'essentiel du plateau, et puis les professionnels qui étaient un peu en marge. Et ça y est, c'est arrivé chez nous. Voilà. Alors la multiplication des circuits, c'est une très bonne chose. Maintenant, ça a aussi ses limites. C'est-à-dire que le mieux est l'ennemi du bien. Alors, je ne sais pas si, avec ce qui se passe aujourd'hui, il va y avoir quand même moins de concours, moins de circuits, parce que forcément, il y aura moins d'argent, puisque Longines a déjà réduit quand même la voilure. Donc peut-être que ça fera peut-être moins de circuits, mais par contre, on est aujourd'hui dans un système où les cavaliers pros ont un petit peu plus de mal à tirer leur épingle du jeu, parce que les chevaux atteignent des prix colossaux, les circuits deviennent payants et on est dépendant de gens qui investissent dans des équipes. Il faut de plus en plus de chevaux. Moi, je suis un peu... et je pense pas qu'on soit old school en disant ça, mais des Steve Garda, Kevin, qui prônent le sport véritable, moi, je suis plutôt de ce côté-là, oui.
Est-ce que vous pensez que des cavaliers qui sont là, qui ont été cavaliers jeunes chevaux, qui sont extrêmement brillants, vont peut-être même avoir de la difficulté vraiment à s'inscrire dans le sport, à rester dans le sport, à exister, à avoir un piquet de chevaux? Est-ce qu'on va avoir un déséquilibre à ce niveau-là? Je pense qu'il y a un système qui va un peu péricliter quand même. Aujourd'hui, si on n'a pas un bon classement mondial, on n'intègre plus les bons concours. C'est terminé. Pour avoir un bon classement mondial, il faut plusieurs chevaux. Avec un, c'est pas suffisant. Donc ceux qui vont n'en avoir qu'un, ils vont faire du concours, et puis quand ils auront l'opportunité de vendre leurs chevaux, ils vendront. Après, c'est aussi une manière de gagner sa vie, c'est pas le problème. Mais ça fait que des cavaliers qui avaient des ambitions, soit ils doivent revoir complètement leur système, trouver des investisseurs et se construire différemment et évoluer différemment, soit ils restent dans le système qui est le leur et ils vendent leurs chevaux dès qu'ils arrivent à maturité, ils les vendent très bien et on gagne sa vie aussi de cette manière-là. Mais je pense que les jeunes qui arrivent aujourd'hui, ils ne peuvent pas se contenter de bien monter. Quand on n'a pas l'argent, il faut savoir être malin. Et je pense que... Voilà. Tout à l'heure, vous avez fait une réflexion. Vous aviez dit ah non, les femmes n'assistaient pas aux réunions. Alors, on voulait aborder ce sujet, évidemment, parce que vous êtes une femme de l'ombre et en même temps reconnue dans ce milieu. Est-ce que vous pensez que dans la filière dans laquelle on évolue, les femmes ont les mêmes chances que les hommes? On parle sur le plan sportif, mais aussi sur le plan entrepreneurial, journalistique. Est-ce que vous pensez que les femmes sont finalement traitées sur un pied d'égalité et ont les mêmes opportunités dans les sports équestres? Ah oui, complètement. Ah non, je ne veux pas rentrer là-dedans. Non, que ce soit les journalistes, on voit beaucoup de filles, donc puis il y a aucune différence à ce niveau-là. Les cavalières, on a la chance d'avoir des top cavalières en France. Alors, je dis pas que c'est facile. Non, c'est déjà difficile pour un homme. Donc la femme, dans toute sa spécificité, c'est vrai que ça complique encore un petit peu les choses. Et que nos femmes cavalières sont quand même des femmes de tête dans l'ensemble. Elles sont pas elles sont pas mièvres. Donc, mais par contre, rien ne les a empêchées d'arriver à haut niveau. Et puis surtout, elles se débrouillent excessivement bien. Donc, pour moi, il n'y a aucun problème là-dessus. Aucun. Le cheval est le seul sport mixte qu'on peut voir aux Jeux Olympiques. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment justement par ce biais-là qu'on peut permettre à des femmes athlètes ou à des femmes entrepreneuses, etc., d'exister, de bénéficier d'opportunités sportives et de carrière parce qu'on est sur un sport justement où les résultats sont les mêmes pour les hommes et pour les femmes? Oui, je pense que c'est la meilleure définition de notre sport, c'est que on est sur le même pied d'égalité. Voilà. Ils font la même chose, du coup ils gagnent le même argent. Alors il y a eu une période où c'était un peu compliqué, il y avait le concours d'Ixted qui était encore, avec un grand prix le samedi pour les femmes, un grand prix le dimanche pour les hommes. Bon, Alexandra Lederman avait jeté un vrai pavé dans la mare en râlant contre ça. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Je pense pas. C'est un concours qui était un peu old school, un peu mais il n'y avait pas de notion de. C'est un peu la spécificité de ce concours. Bon, ça a disparu. Et je pense que vraiment, non. Les femmes ont les mêmes chances que les hommes. Après, il faut qu'elles soient pugnaces. Ça c'est clair. Mais parce que c'est difficile d'une manière générale, pour les hommes comme pour les femmes. Et moi je dirais même que après, ça peut devenir carrément un avantage d'être une femme. Parce que comme il n'y en a quand même pas beaucoup, elles peuvent bénéficier d'une visibilité supplémentaire à celle des hommes. D'ailleurs, elles savent le faire aussi. Donc voilà. Donc non, moi je trouve ça très bien. Et puis voilà, l'homme il va jouer sur certains points et la femme va jouer sur d'autres atouts. C'est la vie, ça. C'est ce qu'on voit tous les jours. Nous voilà arrivés à un mi-épisode. Déjà, qu'en pensez-vous? Si ce podcast vous plaît, parlez-en autour de vous et partagez-le sur les réseaux sociaux. Je profite aussi de cet entracte pour vous dire que si vous n'avez jamais laissé d'avis positif sur I Am an Equestrian, sur votre plateforme d'écoute de podcast, n'hésitez pas à le faire car ça nous aide beaucoup.
Allez, je laisse place à la seconde partie de cet échange constructif et authentique avec Sabrine Delaveau. Vous avez quand vous encadrez votre fille, qui, je pense à Valentine, qui j'imagine a aussi des ambitions de haut niveau. Est-ce que vous lui apportez des conseils spécifiques par rapport justement à la gestion de sa carrière et par rapport aussi à sa vie de jeune fille ou de jeune femme ? Ça, c'est dur. C'est dur parce qu'il faut qu'elle fasse sa propre expérience. C'est important. Mais en même temps, c'est vrai que c'est une enfant qui écoute vraiment ce qu'on peut lui dire. Après, elle en fait ce qu'elle en fait. Mais voilà, on lui a toujours expliqué que c'était difficile, que ce serait pas simple de gérer à la fois sa vie de femme, sa vie de cavalière, sans que ce soit infaisable. Et qu'il fallait... moi, je lui ai toujours dit, tu t'occupes de toi, tu te construis toi, tu t'occupes pas de ce qui se passe autour. Et c'est important de veux dire, c'est pas facile, mais c'est pas en se plaignant, oui mais regarde un tel a de meilleurs chevaux que moi, oui mais regarde c'est plus facile là, oui mais moi... Non, on lui dit toujours, voilà, concentre-toi sur toi, tu as tes atouts, tu as tes points faibles, il y a des choses qui sont plus compliquées, moins simples, plus faciles. Concentre-toi sur toi, ne t'occupe pas des autres, ne te plains pas, il n'y a pas de malchance, il n'y a pas de... Sois motivée, ambitieuse et intelligente. Et voilà, si on peut t'aider, on le fera. Et voilà. Vous nous avez dit tout à l'heure notamment que vous n'aviez pas le temps de monter à cheval parce que vous occupiez de l'académie, de Patrice, des filles, etc. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu quel rôle est-ce que vous pensez jouer, vous, dans la vie quotidienne et la performance sportive de la famille Delaveau, finalement ? Bah, écoutez, moi, je joue pas un rôle dans la performance. Quand ils sont sur la piste, Sabrine, elle n'est pas au milieu. Là. Non. Donc voilà, non, c'est pas une question de ça, c'est un travail de coordination avec eux, et puis on réfléchit un peu à plein de choses, comment on peut avancer, évoluer, organiser le planning de concours, penser, se souvenir, il faut faire ça, toujours réfléchir à comment on peut essayer de s'améliorer, comment on peut essayer de trouver des solutions pour avancer, jamais laisser tout le monde se reposer. Là, toujours dire attention. Et voilà, et c'est un peu, voilà, un job comme, c'est ça, un peu. Vous êtes multicasquette, comme il faut l'être aussi dans ce métier, dans cette filière en tout cas. On se posait la question de la facilité d'équilibrer la partie vie privée avec la partie sportive. Parce que c'est quand même un sport qui est très prenant, où on peut vite avoir 50 week-ends de compétition dans l'année si on s'écoute et si on suit le circuit. Comment est-ce que vous parvenez à gérer justement ce côté-là, l'équilibre entre les compétitions qui sont très nombreuses, qu'il faut suivre si on veut pouvoir continuer à être dans le circuit, et puis la vie de famille, les impératifs personnels et individuels? Eh ben, dis donc, ça c'est une bonne question. Alors, c'est un sport qui dure une vie, donc de toute manière, la vie personnelle et la vie professionnelle, c'est imbriqué. Dans le sens où Patrice, il est professionnel depuis qu'il a 15 ans. Il a 55 ans aujourd'hui. Il ne s'est pas arrêté de vivre pendant toutes ces années. Donc, en fait, voilà, la vie se fait autour de la compétition, autour du sport. C'est pas comme le tennis ou le foot, où ils mettent leur vie un peu entre parenthèses pendant 10-15 ans, et puis après, ils vivent comme tout le monde. Nous, c'est jusqu'à temps qu'ils sont en bonne santé, en bonne condition pour monter. Donc voilà, ça en fait partie. C'est sûr que du coup c'est du quotidien, c'est-à-dire que tout est mélangé. On peut pas dire tu passes la porte, on ne parle plus de cheval, on ne parle plus de compétition. Non,
Ils rentrent le soir, on travaille les plannings de concours, il faut faire les engagements, les demandes, les trucs. Va, faut penser, Capucine, elle va faire ça. Voilà, ça en fait partie. Après, dans un de mes rôles, c'est de savoir leur dire à un moment donné, stop, là on va prendre une semaine, se retrouver un peu ensemble. Capucine, elle est petite encore, elle a besoin de passer du temps avec Valentine, avec papa. Voilà, donc il faut penser aussi à ça, quoi. Donc, pendant une semaine, voilà, on est parti à l'île de Ré, on s'est fait une semaine du vélo, du truc, tous ensemble. Bon, Valentine, maintenant, ça va être une des dernières fois, parce que c'est avec nous, mais bon, pour sa sœur, c'est quand même sympa, parce qu'elle a que 11 ans, donc voilà. Donc on essaye un peu de tout faire. Et vous semblez bien le faire, en tout cas. On va parler évidemment de l'Académie de Lavaux, que vous avez créée il y a 1 an. Quel était votre objectif et quels sont pour vous les réels enjeux de cette académie au moment où vous avez eu envie de lancer ce programme? En fait, moi j'accompagne Valentine en concours poney depuis qu'elle a 10 ans. Et bon, on a monté un petit peu les échelons. Et puis, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup d'enfants qui se déscolarisaient pour faire de la compétition. Alors après, c'était aussi parce que les écoles ne jouent pas forcément le jeu du sport. Donc, ils ne toléraient pas d'absence. Voilà, c'était très compliqué pour certains parents d'arriver à faire les deux, quoi. Donc, ils se disaient, bon, il y a l'alternative du CNED. On va inscrire les enfants au CNED, et puis voilà. Mais moi, ce qui me gênait le plus, c'est que ok, l'école, c'est le projet pédagogique. Bon, c'est voilà, apprendre, passer 6e, 5e. Mais il y a aussi le rôle social d'accompagnement des enfants dans le développement de leur personnalité. Voilà, les enfants, ils ont besoin d'être ensemble, de se construire socialement ensemble. Ça en fera les adultes de demain. Donc, ils étaient d'un seul coup privés de ce côté social. Et finalement, immergés dans un sport où, à cet âge-là, ils sont quand même pas grand-chose encore. Hein, qui peut dire qu'ils seront bons demain? C'est impossible. Mais par contre, par le biais de ces réseaux sociaux qui sont hyper destructeurs pour des enfants qui commencent à avoir des comptes, qui commencent à raconter leur vie sur les réseaux, ils sont encensés alors qu'ils ont fait 3 fois rien, et puis ils ont un melon comme ça, et c'est un vrai problème. Parce que c'est des enfants, ils sont le week-end en concours, ils font bien ou ils font mal. Quand ils vont à l'école le lundi, par la force des choses, ils passent à autre chose. Hein, ils se remettent dans le truc de l'école. Demain j'ai une éval, attention, t'as fait ton devoir d'histoire. Ils sont obligés de passer à autre chose. Alors que ça a été bien, ils n'ont pas le temps de s'apesantir sur le truc. Et que ça a été mal, ils vont pas gamberger pendant 3-4 jours à se dire ah là là, ça n'a pas été. Ils passent à autre chose. Et puis ils vont à l'école, et souvent à l'école, les sports équestres, personne ne connaît. Donc ils redescendent aussi sur terre. Voilà. Alors que des gamins qui sont déscolarisés, ils restent finalement dans soit la gamberge, ça n'a pas été, soit le melon comme ça, parce que ça a été très bien. Et en fait, ils se désociabilisent complètement, et puis ils évoluent dans un monde parallèle. Et ça me gênait. Alors je leur disais toujours, mais non, vous déscolarisez pas, allez à l'école. Oui, mais c'est compliqué. Oui, c'est compliqué, mais organisez-vous, voyez ce qu'il est possible de faire. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, mais parce que ça me faisait râler tout le temps, fais quelque chose. Et j'ai lu un article sur les femmes qui font des choses dans le sport, dans l'équipe MAG. Et je me suis dit, oui, c'est vrai, moi aussi je pourrais faire ça. Et voilà, et j'ai décidé de créer l'académie. Voilà. Bon, ça a été un peu plus long que ça, mais je vous le fais en bref. L'idée, là. Je pense qu'il y a un dénominateur commun aussi avec le podcast que nous, on avait créé au départ en se disant, il y a beaucoup de jeunes qui veulent être cavaliers. Ils veulent être cavaliers, donc ils vont faire un BEPA ou quelque chose comme ça. Alors que des professions dans la filière du cheval, il y en a autant
que ailleurs en fait. On peut être dans la pharmacie, dans l'agroalimentaire, on peut être juriste. C'est quelque chose qu'on voulait. C'est vrai, voilà, t'es bien placé pour le savoir. C'est quelque chose qu'on voulait porter et c'est vrai que la déscolarisation chez les jeunes cavaliers, je sais pas si c'est plus important que dans d'autres sports, mais en tout cas, je pense que c'est quelque chose qui ne sert pas, même pour les futurs cavaliers de haut niveau. Le fait d'avoir été déscolarisé, ce n'est pas forcément un avantage, peut-être au contraire. Non, et de moins en moins. De moins en moins. Parce qu'en fait, ils se déscolarisent. Alors, les parents font de leur maximum avec l'histoire du CNED pour qu'ils continuent à avoir un suivi. Mais en fait, c'est difficile. C'est très difficile de faire l'école en dehors de l'école. Parce que voilà, ils envoient, ils matérialisent pas forcément un prof. Bon, il y a des structures comme Academia qui font un suivi, mais c'est pas pareil d'être tout seul ou d'être dans une classe avec des cours. Et en plus, voilà, ils se déscolarisent. Alors, il y en a certains qui, au bout d'un moment, laissent tomber complètement. Hein. Et du coup, quand on voit aujourd'hui un cavalier, c'est un businessman. Il doit savoir parler anglais, il doit savoir s'exprimer devant du monde, il doit savoir démarcher des sponsors, des propriétaires. Il doit avoir un vrai bagage, quoi. Et l'école, bon, même si elle ne fait pas tout, mais déjà, elle leur offre la possibilité, une fois qu'ils ont le bac, de pouvoir faire des études, ou de pouvoir reprendre leurs études au moment où ils le jugent nécessaire. Voilà, une fois qu'on a le bac, voilà, si on veut reprendre nos études 15 ans après, on peut le faire. Et donc, c'est un vrai problème pour moi d'arrêter l'école. Mais alors, votre question, c'était aussi, est-ce que les cavaliers en souffrent plus que dans les autres sports ? Oui, parce qu'il n'y a pas de structure dans l'équitation. Dans les autres sports, il y a les pépinières de jeunes footballeurs où ils vont à l'école, ils sont pris en main par un club, mais ils continuent les cours. Ils ont des cours en parallèle où ils apprennent l'anglais, où ils savent s'exprimer devant une caméra. Dans le sport équestre, nous, tout le monde se construit un peu comme il peut et comme il veut. Et ça, depuis que je suis arrivée dans ce sport, ça n'a pas tellement changé. C'est-à-dire que chacun pousse un peu à sa manière. Et soit le terreau est bon, et soit le terreau n'est pas très bon. Et puis à l'Académie de Lavaux, si je ne me trompe pas, vous avez aussi voulu orienter un peu la formation des élèves dans la direction de l'équitation. Je sais que vous proposez des cours sur la pratique, la formation des réseaux sociaux par exemple, la prépa physique, si je me trompe pas un peu de préparation mentale aussi. Donc vraiment l'objectif pour vous c'était de créer un cavalier et pas seulement de leur faire continuer l'école et monter à cheval à côté. L'idée c'était de leur montrer toutes les exigences que demande le cavalier de haut niveau. Il y a effectivement de continuer à progresser au niveau équestre, mais les cours de prépa mentale, mine de rien, ça leur fait du bien aussi. Ils apprennent un peu comment se préparer à la performance, comment gérer le stress. Et après, la prépa physique, c'est... Voilà, les cavaliers font très peu d'étirements, alors que, je veux dire, leur dos souffre souvent. Ils ont souvent des problèmes de... Comment on appelle ça d'adducteurs. Voilà, donc l'idée c'était de leur montrer toutes les facettes du sport de haut niveau et tout en continuant à progresser, à travailler. Ouais, c'était vraiment l'idée. Mais l'idée c'était de leur dire, voilà, on vous donne toutes les cartes en main pour réussir et puis il faudra qu'on se pose à un moment donné pour voir si on a raison de continuer dans cet objectif-là. Ou s'il vaut mieux favoriser les études, s'épanouir dans un job lié au cheval, et continuer à monter en compétition pour se faire plaisir, parce qu'à côté on aura un bon job et on aura les moyens de continuer, alors que des fois ils s'enferment dans l'envie de monter sans avoir, je suis désolée, après le haut niveau c'est pyramidal, hein, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus, c'est le sport ça, de haut niveau. Et ils veulent absolument faire, ils arrêtent les études,
Après, ils n'arrivent pas à faire. Et puis, ils font quoi? Ils végètent. Ils se recyclent tant bien que mal dans un truc cellier ou autre, vendeur de granulés ou j'en sais rien. Mais sans réussir. J'ai une petite question qui me vient en vous écoutant. Est-ce que ça a toujours été ancré en vous, le fait d'aider des jeunes à se développer comme ça? Parce que je sais que vous avez été une deuxième famille, notamment pour Édouard Lévy, qui vous accompagne encore à l'Académie de Lavaux, puisqu'il est parrain de l'Académie, si je ne me trompe pas. Je sais que vous accompagnez aussi beaucoup des Mathis Burnouf, par exemple. Et ça a toujours été un truc qui vous a plu, qui est en vous, en fait, finalement, ça? J'adore les enfants. Non, mais c'est vrai. C'est vrai qu'à chaque fois, si je peux aider, je me dis toujours, ce gamin-là, il est bon, c'est le cas de Mathis, mais j'ai une très bonne relation avec plein de jeunes. Je veux dire, Camille Condé-Ferreira, on a toujours eu à cœur de lui ouvrir nos portes, de l'aider. Et j'ai une super relation avec tous, Laura Klein. Je veux dire, si, c'est notre rôle d'aider des bons jeunes, de pouvoir donner un coup de main. Qu'est-ce que c'est en fait de passer un coup de fil en disant tiens, prends-le, il vaut vraiment le coup, il est bon, ça coûte rien quoi de donner un coup de main. Et je sais que si ça peut faire avancer les choses, je trouve ça génial. Et c'est notre rôle de les aider, comme on peut, mais je veux dire, c'est tellement pas difficile de juste de donner un petit coup de main, un petit coup de pouce quand il y a besoin, surtout quand ça en vaut la peine, quoi. Je me demandais, on arrive presque vers la fin de l'interview, mais il y a une question encore en lien avec l'Académie de Lavaux. Quand vous avez commencé à modéliser le projet, quelles sont les grandes valeurs sur lesquelles vous avez voulu construire ce projet-là? Est-ce qu'il y a des grandes valeurs qui vous tient à cœur de respecter et d'insuffler, d'apprendre à ces jeunes passionnés-là pour qu'ils se construisent aussi de leur côté? Ah ouais, carrément. Carrément, il y en a 3. Le travail. Parce que alors sans travail, c'est juste impossible. Et c'est pas travailler, c'est beaucoup travailler, se remettre en question, ne jamais croire que c'est acquis, ne jamais se prendre déjà pour un autre alors qu'il y a encore beaucoup à faire. Et c'est toute leur vie qu'ils devront se remettre en question pour continuer à progresser. Et si jamais ils atteignent le haut niveau, pour pouvoir y rester. Parce que le plus dur, c'est pas d'y arriver, c'est d'y rester. Et ça passe par une remise en question permanente. Toujours chercher de quelle manière on peut progresser pour rester au contact, pour rester là. Ça, c'est déjà les 2 points très importants. Après, il y a l'humilité. Moi, j'ai beaucoup de mal avec les réseaux sociaux. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ça. Parce que je trouve que c'est une ouverture complète vers le nombrilisme, l'égocentrisme. C'est hallucinant de voir des gamins qui racontent à ce point-là leur vie, même s'ils font des fautes, c'est formidable. Et puis alors ils sont encensés, même s'ils ont fait des fautes. Aujourd'hui, on est classé, on est vainqueur, ou on a fait 8 points, c'est pareil. Hein? Ils ont tous très bien monté, ils sont tous très bons. Voilà. Et très performants. Donc moi, l'humilité, pour moi, c'est déjà... moi, si ça ne tenait qu'à moi, les enfants de l'académie, ils n'auraient pas de compte, tous ces trucs-là, parce que je trouve que c'est pas valorisant pour eux. Ça donne envie de rire quand on lit leurs trucs. Bon, après, ça fait partie de la vie d'aujourd'hui, il faut faire avec. Moi, je leur demande juste de faire un tout petit peu attention, de ne pas se ridiculiser en écrivant des trucs complètement débiles. Voilà. Donc, l'humilité, ça, je pense que les plus grands champions sont extrêmement humbles. Voilà. Plus ils sont grands, plus ils sont humbles. Moins ils sont grands, moins ils sont humbles. Donc voilà. Et le respect. C'est-à-dire que quand ils travaillent, moi je vois à l'académie, quand ils travaillent avec des cavaliers comme Édouard Lévy, comme Patrice, moi je leur demande de se taire, d'écouter
Ils vont pas commencer avec oui mais, avec ci, avec ça, raconter leur truc, j'ai pas réussi à le faire parce que ça, hein. D'écouter, de faire ce qu'on leur dit. Voilà. Respect. Ils sont pas là pour autre chose. Ils écoutent, ils ont la chance d'avoir des très bons coachs, et même avec leur coach au quotidien, Claude Castex, il n'y a pas à commencer à dire oui mais. Le oui mais, ça c'est interdit. Voilà. Donc il y a vraiment des vraies valeurs. On arrive un peu à la fin de cette interview. On avait préparé plein de petites questions à la fin. Il y en a une qu'on aime bien poser. Tu vas me dire ce que tu en penses, mais moi j'aime bien savoir où est-ce que vous vous voyez dans 10 ans. Oh, je sais pas du tout. Ah ouais. Je sais pas du tout parce que je trouve que la vie elle est super ironique et que on se retrouve toujours à des endroits où on n'aurait pas imaginé être. On imagine que la vie elle va filer comme ça et puis en fait elle file à droite ou elle file à gauche et j'en sais rien. J'espère que ça ira bien. Voilà, je demande juste ça dans 10 ans. Moi, la question que je préfère peut-être, ce serait celle-ci. Quel est votre plus beau souvenir sportif ? S'il devait n'en rester qu'un. C'est dur. Ces deux questions, finalement, c'est les deux questions les plus difficiles, je crois. Je sais pas. Parce qu'il y en a eu plein. Il y en a eu plein. Il y a eu la médaille d'argent en 2010 avec Kachina à Lexington. On était très très mal emmanchés dans la première manche. On a failli pas passer le cut. Et puis on est médaille d'argent. Donc ça, c'était génial. Après, c'est vrai que il y a eu l'épreuve du samedi à Caen, où il gagne la finale des 25, là, avec Orient. Ça a été un moment génial, même si je ne l'ai pas vécu vraiment, parce que j'étais pas dans le stade, mais ça a été un moment émotionnellement super fort. Avant, parce qu'il y avait quand même une ambiance très particulière. Et puis après, parce que c'était un sentiment de plénitude. Après, il est vice-champion du monde. Mais bon, il voulait tellement faire cette finale à 4 que, voilà, il est allé au bout de son truc. Bon, les médailles d'argent, c'est très bien quand même. Voilà. Donc voilà, il y a eu des moments quand même... le Grand Prix de la Baule avec Orient aussi... des moments, voilà, avec la Marseillaise, je me rappelle la Marseillaise chantée par le public quand il a gagné le Grand Prix de la Baule, avec Orient, le public qui n'arrêtait pas d'applaudir. Ça, c'est des moments émotionnels qui sont super forts. Et il y en a plusieurs, parce que bon, il en a quand même gagné pas mal. Et ouais, et je veux dire, Hong Kong 2013, ça, ouais, ça a été incroyable ce week-end. Ça, c'est des moments de plénitude, de joie. On a quand même pas mal de moments galères dans ce sport. Donc, il faut vraiment, vraiment se rappeler et savourer les moments de joie. Voilà. On avait aussi une petite question qu'on a passée, mais que j'ai quand même envie de vous poser parce que on se retrouve, je pense que Lorelai était d'accord avec moi, on se retrouve quand même pas mal en vous, en tout ce que vous nous avez dit pendant cette interview. Si vous aviez un conseil à nous donner en tant que journaliste en devenir, j'ai envie de dire, en tout cas, on porte un peu quand même dans l'idée les mêmes valeurs que les vôtres avec le podcast. Si vous aviez un conseil en tant que femme, journaliste, etc. à nous donner, ce serait quoi ? C'est vachement personnel aussi, ça. Hein ? Ouais, c'est vrai. C'est vrai parce qu'en fait, j'ai l'impression que vous êtes dans plusieurs sphères à la fois, parce que vous êtes cavalière, vous êtes journaliste, On peut réduire tout ça, un conseil pour deux jeunes passionnés, parce que ça, vous savez faire. Ouais, bah, moi je trouve que votre podcast, c'est une super idée. Je pense qu'aujourd'hui, les journalistes de la presse équestre, ils ont intérêt quand même à développer au maximum, à offrir aux jeunes un maximum de visibilité sur l'ensemble de ce milieu. Effectivement, peut-être aller voir. On a la chance, par exemple, en Normandie, d'avoir des formations à plus de 100 métiers du cheval. On a quand même une chance incroyable dans ce sport, c'est d'avoir un nombre de métiers incalculable. Donc,
tout le monde peut y trouver son compte. Voilà, il suffit juste d'être un peu au courant. Je pense que ça peut être aussi comment aider les jeunes d'une manière aussi peut-être plus pratique à trouver les opportunités, les ouvertures. Je vois à l'académie, moi je prends donc il y a les jeunes qui sont académiciens, et puis moi je prends 2 apprentis tous les ans, parce que je trouve que c'est bien que les jeunes se forment ensemble. En fait, ils veulent la même chose, ils aiment la même chose, ils aiment le cheval. Donc, mais ils se forment de manière différente. Ils ont des ambitions différentes. Mais c'est important qu'ils puissent grandir ensemble. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose que vous pouvez aussi reprendre à votre compte, parce que vous avez un métier, quelque part un rôle d'instigateur. Vous devez témoigner un petit peu de toute cette situation, de toutes ces opportunités qui peuvent se présenter. Ça va au-delà effectivement des Sunlight et de ce qui se voit sur le devant de la scène. Merci beaucoup pour cette interview. C'était génial. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé ce moment passé avec vous. Et puis, j'espère que ça vous a plu. Et puis, je vous dis à bientôt. Bah oui, avec plaisir. Au revoir Sabrine. Merci beaucoup. Merci à vous. Un grand merci à Sabrine Delaveau d'avoir accepté notre invitation et de s'être livrée avec autant d'authenticité. Pour découvrir son engagement, vous pouvez suivre l'Académie Delaveau sur leurs réseaux sociaux. Quant à nous, on vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. Très belle journée à tous!